Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Force, cette actualité donc crypto numéro 61. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler des projets crypto, des crypto-monnaies. Donc notamment, on va commencer par faire le point sur le Bitcoin, parce que c'est vrai que je vous ai dit que là, avec l'arrivée du halving du Bitcoin et donc normalement du cycle historique lié au bull run, et bien du coup, je faisais le point désormais toutes les semaines sur également l'actualité liée au Bitcoin. Donc on va commencer par ça. Ensuite, on passera aux actualités liées aux autres crypto-monnaies, aux autres projets comme le VeChain, XRP, la société Ripple derrière XRP. Il y a des nouvelles pas mal assez intéressantes là-dessus. Et également le projet, la plateforme Ultra avec le token UOS. Voilà, donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Et en fin de vidéo, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on parlera des actualités crypto plus générales, également de l'actualité économique, où là, vous allez voir pas mal de choses à dire, notamment au niveau de la Russie, parce que vous le savez, forcément vous avez entendu parler. Il y a eu l'interview entre Tucker Carlson et Vladimir Poutine, et c'est vrai que c'est plutôt intéressant parce que j'ai personnellement visionné les 2 heures 7 minutes d'interview. Franchement, on a pas mal de choses qui sont sorties de cette interview, très intéressantes et qui sont en train de faire exploser de fureur tous les démocrates, bref, et pas que américains, également les démocrates socialistes, on va dire, en Europe. Bon. Bon les amis, donc c'est plutôt intéressant ce qui se passe en 2024, énormément de choses qui bougent, et donc forcément on va en parler dans cette actualité crypto. Allez, c'est parti. On commence par le Bitcoin avec notamment un tweet de BitMEX Research. Donc souvenez-vous, je vous ai déjà montré une mise à jour la semaine dernière. Et donc là, aujourd'hui, on a la mise à jour du 9 février, donc par le BitMEX Research, au niveau des entrants et des sortants sur les flux de Bitcoin au niveau des ETF spot. Et donc là, vous voyez que dans le tableau, il y a la liste. Donc tout ça est en millions de dollars, bien évidemment, USD comme on voit ici. Et donc vous avez la liste de tous les gestionnaires d'actifs qui proposent à leurs clients donc désormais des ETF Bitcoin Spot. Et donc ici, on a effectivement pour la première fois depuis le lancement de ces ETF Bitcoin Spot, eh bien Invesco, comme vous pouvez voir ici là, qui a eu une journée catastrophique au 9 février avec plus de sorties au niveau des volumes de dollars, que d'entrer sur ces ETF. Donc, quelque part, c'est une journée en perte pour Invesco. Donc, on voit déjà que ça souligne dans ce tableau, très intéressant, c'est qu'il y a une guerre en plus de compétition réelle entre les différents acteurs qui proposent des ETF Bitcoin Spot. Et on voit bien que là, tous les flux sont plutôt en train de se focaliser, et de plus en plus d'ailleurs, sur deux poids lourds, c'est-à-dire BlackRock et Fidelity, qui sont en train de rafler de plus en plus de volume, notamment au 9 février. Regardez, ils ont raflé quasiment un record. Je crois que c'est le troisième jour où il y a eu le plus gros record de volume sur BlackRock et Fidelity. Donc on voit vraiment qu'il se passe quelque chose, qu'il y a de plus en plus un monopole qui est en train de se créer, même au sein des ETF Bitcoin Spot, et qu'en plus, en termes de total de volume, vous avez là aujourd'hui 2,6 milliards de dollars qui ont été injectés en termes de flux entrants, bien évidemment, et en comptant les flux sortants, c'est vraiment au total, il y a 2,6 milliards de dollars aujourd'hui injectés dans le marché des ETF Bitcoin Spot. Et donc ça, je vous rappelle que la semaine dernière, quand je vous ai montré le tableau, c'était 1,4 milliard. Donc ça veut dire qu'en une semaine, on a quasiment doublé le volume des entrants sur les ETF Bitcoin Spot. Ça fait une énormité. C'est tellement phénoménal que je vous montrerai les articles après que ça fait la une dans les articles de presse. Bon. Ensuite, je continue les amis. Donc là, pareil, on reste sur le Bitcoin. Une dernière nouvelle, donc là, de Bitcoin LFG, comme on peut voir ici. Eh bien, on a la Russie qui est désormais le second plus large mineur de Bitcoin dans le monde. Donc on voit que là, la Russie, et on va en parler forcément dans la vidéo, comme je vous dis, avec l'interview de Tucker Carlson sur Vladimir Poutine, eh bien, est en train de prendre de plus en plus d'espace, mais sur tous les niveaux, et plutôt intelligemment, je dirais. D'ailleurs, on va en parler, comment, pourquoi. Mais déjà, le fait qu'elle se place en tant que second plus large mineur de Bitcoin, et bien derrière, ça veut dire qu'elle, un peu comme le gaz au final. C'est là où c'est fou, ça rappelle vraiment le monopole énergétique de la Russie sur l'ensemble des ressources énergétiques en Europe. Et bien derrière, elle a fait la même chose au final sur le Bitcoin. Elle est en train de le faire en tout cas, au point de se placer en termes dans les leaders de mineurs de Bitcoin. Donc ça c'est fou quand même, le
stratégie, la philosophie de la Russie. Et en tout cas, eux, ils sont pragmatiques, ils sont intelligents, et je pense que c'est peut-être pas la majorité des... Enfin, en tout cas, les dirigeants occidentaux devraient peut-être prendre de la graine, hein, malheureusement, pour un point, on est là, hein, fou, quoi, sur Vladimir Poutine et sur la stratégie de la Russie, qui sont en train de tout défoncer sur leur passage, il faut le dire. Bon, ensuite, je vous montre quelques petits articles pour la route sur le Bitcoin, les amis. Donc là, j'ai un article de journalducoin.com. Les ETF Bitcoin de BlackRock et Fidelity, le meilleur départ d'ETF depuis 30 ans. Ce que je vous disais, c'est que voilà, c'est vraiment une énormité. Donc, notamment dans la totalité des gestionnaires d'actifs, on voit que c'est vraiment les deux plus gros qui se démarquent, hein, dans les ETF Bitcoin Spot. Il y a de plus en plus d'entrants sur eux. C'est deux chevaux, je dirais, de course. Et après, derrière, c'est en plus une information cruciale parce que bah, depuis 30 ans, il n'y a pas eu de meilleur ETF que les ETF Bitcoin Spot en général. Donc ça veut dire qu'il se passe vraiment quelque chose. Et c'est pas étonnant également quand on voit cette deuxième information, cette fois de cryptost.fr, on voit l'essor du Bitcoin en Iran, une réponse à l'inflation et à la répression. Donc dans un Iran, je lis l'article, hein, du moins le début de l'article, dans un Iran confronté à des sanctions internationales et une inflation galopante, une étude révèle une adoption croissante de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Donc 25% des Iraniens utiliseraient les crypto-monnaies pour faire face à la dévaluation de leur monnaie, le rial, ainsi qu'au régime autoritaire en place. Donc là, on est en train de constater que le Bitcoin, non seulement c'est un actif spéculatif, d'un côté, vous avez du trading également, bon voilà, des personnes qui essayent de faire fructifier leur argent sur le court terme, mais également sur le moyen et long terme. On voit, c'est également une valeur refuge, hein, de plus en plus, et il n'y a pas que l'Iran qui le prouve, il y a également donc les citoyens d'Argentine, de Turquie, même du Nigeria, qui ont fait exactement pareil que les Iraniens, qui sont jetés sur le Bitcoin, mais pas pour s'enrichir, mais uniquement pour se protéger de la dévaluation de leur monnaie fiat. Et en plus, vous avez également, comme c'est une monnaie qui échappe, qui est décentralisée, donc qui échappe à la centralisation des pouvoirs, qu'ils soient démocratiques ou dictatures ou libéraux, tout ce que vous voulez, eh bien vous avez en plus quelque chose qui permet d'échapper au pouvoir monétaire des régimes, quels qu'ils soient. Donc on voit vraiment que le Bitcoin est en train de prendre une place effectivement peut-être de plus en plus importante sur le plan numérique, hein, et même avec plus de valeur pour les raisons que je vous ai citées que l'or physique. Parce que l'or physique, vous ne pouvez pas truquer, hein, vous ne pouvez rien faire avec, enfin pas grand-chose en tout cas, et surtout, vous ne pouvez pas sortir du système totalement avec l'or physique, à moins d'avoir un système de troc et tout, mais c'est un peu compliqué dans le monde que l'on connaît. Voilà. Donc là, c'est vraiment très intéressant ce qui se passe avec le Bitcoin, hein. Et puis, on imagine, c'est que le début, comme on l'a vu avec notamment les volumes sur les ETF Bitcoin. Mais après, ça, c'est quelque chose, quand même, je répète, hein, peut-être que je me répète un peu, mais c'est très important, je pense, que je le répète. Les ETF Bitcoin Spot, il faut faire attention parce qu'ils sont en modèle cash, actuellement, notamment aux États-Unis. Ça veut dire que si vous investissez dans les ETF Bitcoin Spot, eh bien, si vous voulez derrière les vendre, imaginons que vous avez une plus-value à faire et tout, vous serez obligé de les vendre à l'instant T. Et donc de convertir ces bitcoins pour pouvoir les sortir du modèle donc d'ETF directement en euros ou en dollars sur où vous êtes. Donc ça s'appelle le modèle cash. Et donc vous ne pourrez pas forcément, ben, c'est jamais de la vie, vous pourrez convertir vos ETF Bitcoin Spot en vrai Bitcoin, même s'ils sont quelque part des bitcoins clonés, hein, si je puis dire, enfin, au niveau de l'ETF réel, quoi. Donc ça veut dire que vous ne pourrez jamais mettre ces ETF Bitcoin Spot entre guillemets dans votre clé Ledger comme un véritable Bitcoin. Donc c'est quelque part à mon sens, quand on voit que là sur cet article cryptos.fr, l'essence même du Bitcoin, c'est de protéger de l'inflation, de la répression, comme le déclare l'article par rapport à, notamment on l'a vu à l'exemple de l'Iran, eh c'est dommage d'utiliser le Bitcoin uniquement avec le seul avantage de la valeur spéculative. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le reproche que je peux faire et le rappel que je fais également aux personnes peut-être qui ne connaissent pas trop la différence entre les vrais bitcoins, comme je les appelle, et les bitcoins des ETF actuels. Hein. Bon. Et ben elle est là, la différence. Voilà, amis, donc ce sera tout pour les actualités sur le Bitcoin pour aujourd'hui. Et sinon, bah, écoutez, je vais continuer sur le prochain projet, si je puis dire. Eh bien, c'est la fondation VeChain et c'est la crypto-monnaie VeChain. Donc, première information, c'est pas de la fondation VeChain en direct avec un tweet
et bien qui fait référence simplement avec un partenariat entre la Fondation VeChain et EasyA. Donc rappelez-vous que ce partenariat, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, notamment avec le hackathon qu'ils avaient organisé, donc la Fondation VeChain et EasyA l'année dernière en 2023, pour créer tout simplement avec 10 000 développeurs une dizaine, plusieurs dizaines d'applications, c'est-à-dire qu'on appelle des dApps sur la blockchain du VeChain pour eh bien, attirer de plus en plus de services de monde sur la blockchain du VeChain. Donc c'est vraiment, ça a été incroyable, parce qu'on a eu un véritable pic d'utilisation au même moment de l'écosystème du VeChain. D'ailleurs, on est encore en train de surfer sur cette vague-là. Je vous ai déjà montré le graphique la semaine dernière. On a vraiment eu un pic d'augmentation des comptes qui sont en train de se créer sur l'écosystème du VeChain pour d'ailleurs utiliser le VeChain. Et donc là, on a une deuxième vague, je dirais une deuxième hackathon, comme ils appellent ça, entre le VeChain et EasyA, qui est organisé donc par ces deux entités pour tout ce qui est le Learn to Earn. Ils appellent ça comme ça, donc ils appellent le Learn to Earn Campaign, donc des campagnes. Et donc là, ça veut dire qu'ils préparent un hackathon pour mettre en place un système, une application où les personnes qui utiliseraient l'application pour apprendre des choses, notamment en lien avec la blockchain, forcément on imagine, eh bien, seraient récompensées derrière en crypto-monnaie ou en NFT, justement. Donc c'est comme il le déclare, donc là c'est rejoignez le programme, obtenez une éducation quelque part du marché ou de la blockchain, etc. et recevez des cryptos pour votre épargne. Donc là il parle exclusivement de crypto, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a les NFT derrière également. Donc là ils disent ça, est-ce qu'il y a un meilleur combo? La première information, donc les amis, je vous mettrai le lien du tweet notamment, pour comme ça vous pouvez cliquer sur le lien et vous inscrire pourquoi pas sur l'application, enfin ça vous intéresse bien évidemment. Et puis sinon, là, j'ai une deuxième information sur le projet VeChain, donc de Marcel Knobloch, c'est-à-dire aka Colin Brown, donc qui est un chercheur blockchain, je vous rappelle, comme c'est décrit en tout cas sur son profil. Et donc, il fait tout simplement référence à un partenariat très intéressant que je vous montre ici à travers une petite vidéo, un petit trailer, entre VeChain et XCMG. Donc XCMG, je rappelle que c'est une entreprise chinoise qui appartient dans les leaders en Chine de la construction, la production de machines industrielles, pour la construction de chantiers ou même d'autres machines en général. Et donc là, c'est vrai que regardez dans le trailer, il est tout simplement décrit par Crypto News Flash que le partenariat, vous voyez, récent, entre le VeChain et XCMG Construction, vous voyez, sur tout ce qui est l'aspect des machines, et en plus, ils ont même un institut de recherche, vous voyez, c'est assez une grosse entreprise, vraiment. Eh bien, ce projet cherche tout simplement à développer un système compréhensif pour évaluer et manager tout ce qui est les empreintes carbone. Donc, l'objectif de XCMG Construction, en utilisant bien, le projet VeChain, c'est tout simplement d'essayer d'avoir déjà une première visibilité sur l'ensemble des empreintes carbone qu'ils produisent en construisant des machines. Voilà. Et donc ça, c'est le premier objectif, d'avoir une visibilité. Et le deuxième objectif, bien évidemment, c'est de réduire leurs empreintes carbone. Mais pour les réduire, il faut d'abord avoir de la visibilité. Et il n'y a rien de mieux actuellement que l'outil VeChain pour justement avoir cette visibilité-là grâce à la blockchain. Derrière, on l'a compris. Bon, je vous continue, je vous mets le trailer, Et derrière, vous voyez, il dit, en intégrant ces solutions digitales, VeChain veut faciliter justement la transition quelque part énergétique de XCMG plus rapidement. XCMG, c'est un leader, vous voyez, dans la construction de machines en Chine, c'est juste écrit ici, l'industrie de machines. Bon, tout ça, c'est en lien avec la transition énergétique et la production de CO2, qui est un enjeu majeur actuellement pour le meilleur et pour le pire. Mais bon, on va pas rentrer dans tout ce débat-là. En tout cas, là, on voit que VeChain est aussi un outil de plus en plus visible, de plus en plus utilisé par les industriels pour des solutions industrielles à des problèmes industriels. Et je pourrais aussi dire industriel et réel, réel également. Voilà, ce qui n'est pas le cas de, bien évidemment, de toutes les solutions crypto qui existent actuellement, loin de là. Bon, je continue, les amis, avec une dernière information pour le VeChain. C'est un tweet de Hazen Reich, comme vous pouvez le voir là. Et donc, Hazen Reich, qu'est-ce qu'il dit? Et bien simplement, il fait référence à un protocole, un rapport, pardon, de Global Protocol de Inacta Venture, comme vous pouvez le voir ici, qui fait référence à la fondation VeChain et à l'écosystème du VeChain comme un innovateur clé dans les solutions donc réelles quelque part sur la blockchain pour
des industries variables, enfin, pour plusieurs types d'industries quelque part. Je traduis mal l'anglais, excusez-moi, j'essaye de faire au mieux en direct, hein, mais pas facile. Et donc voilà, donc on voit bien, là on a le rapport en dessous, j'ai même le lien qui est ici, je vous le mettrai en source dans les commentaires de la vidéo, en description. Comme ça, vous pourrez faire une propre idée de ce qui est indiqué également dans ce rapport, hein, qui fait plusieurs pages. Euh, voilà. Bon, donc voilà, ce sera tout pour le VChain, les amis. Et puis sinon, on va continuer au prochain projet, c'est-à-dire VV Digital Collectibles. Donc là, ici, c'est vrai que je vais vous rappeler un petit peu, il n'y avait pas de pitch. Ça, c'était dommage pour présenter très rapidement comment fonctionne l'application VV au niveau de la réalité augmentée. Et donc là, vous voyez, il y a un petit pitch. Je vais essayer de vous mettre en grand. Tac. Voilà, c'est pour les personnes qui découvrent peut-être le projet ou qui ne connaissent pas trop cet aspect-là. C'est vrai que donc, quand vous achetez votre collectible 3D, eh bien, vous avez derrière la possibilité de projeter ce collectible-là en réalité augmentée directement dans votre environnement. Et donc là, vous voyez exactement comme le montre le pitch, avec la personne qui projette, hein, dans l'environnement tous ces collectibles 3D. Donc c'est comme ça que fonctionne VV Digital Collectible avec des partenariats en plus comme Marvel, DC Comics, donc des collectibles 3D comme Disney ou Batman ou les Avengers, etc. Voilà. Et si je vous parle un peu, je vous fais le point, cette réalité augmentée là, c'est que désormais, comme vous le savez, on a l'Apple Vision Pro qui est sorti la semaine dernière. Et donc là, on a déjà des exemples d'utilisation du Apple Vision Pro. Et notamment, je suis tombé sur des petites vidéos, notamment sur Twitter, avec par exemple une personne ici, une artiste, qui utilise une application au sein du Apple Vision Pro pour faire des dessins en 3D. C'est assez phénoménal. Que là, on entre tout à fait dans une nouvelle ère, on le voit, hein, et c'est tout à fait, eh bien, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on croirait se retrouver dans Ready Player One avec la personne qui a son casque en plus exactement, qui ressemble exactement comme dans Ready Player One, vous savez, le film futuriste, sorti il y a quelques années. Et là, on est totalement en plein dans ce délire-là. En plus, la personne, quand on la voit à l'extérieur, elle fait des gestes bizarres. Bon, donc ça, c'est aussi pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'on est en train tout simplement d'entrer dans une nouvelle ère du numérique avec cette fois la réalité augmentée. Et là, on voit bien que pour l'instant, on est encore à l'échelle de casque. Mais si demain, on avait des lunettes comme des lunettes de vue qui ne sont pas lourdes ou pas impressionnantes à voir ou pas du tout esthétiques, qui sont tout à fait transparentes et comme n'importe qui porte une lunette de vue aujourd'hui, personne ne le remarque quasiment, c'est devenu naturel. Alors qu'un casque, hein, comme le Apple Vision Pro, c'est plutôt visible quand même. Voilà. Donc là, on est encore peut-être au début de cette démarche-là, mais après, pour le meilleur et pour le pire. Alors, pour le meilleur, on l'a vu, hein, on l'a vu avec notamment la personne qui pouvait créer des figurines entre guillemets en 3D en réalité augmentée. Le meilleur également pour cet exemple, là j'ai un autre exemple de l'utilisation du Apple Vision Pro, notamment comme vous pouvez le voir ici, avec bien un exemple d'un chirurgien qui applique une sorte de IRM, alors je sais pas trop ce que c'est, hein, moi je connais rien à la médecine, mais en tout cas qui permet de révolutionner le secteur médical avec, vous savez, des interventions médicales en temps réel. Et donc les chirurgiens pourront être aidés grâce à la réalité augmentée pour faire leurs interventions. Ça paraît plutôt évident. Et pareil également pour tous les systèmes, hein, que ce soit pour tous les métiers, même garagistes notamment, eh bien, vous avez la possibilité avec l'Apple Vision Pro d'avoir des aides, même des tutoriels en direct pendant que le garagiste opère sur le moteur du véhicule. J'ai vu des vidéos passer là-dessus également. Bon, donc ça c'est pour le meilleur. Et après pour le pire, eh ben, c'est plutôt évident, hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un nouveau monde. Alors déjà, on voyait que les jeux vidéo, on voit l'impact des jeux vidéo sur les jeunes générations, c'est une catastrophe, bon, on l'a vu. Là maintenant, si on commence à basculer dans la réalité augmentée et de totalement mélanger la réalité augmentée H24 avec, avec la réalité, ben, il y a de fortes chances qu'on ait du plus en plus de mal à faire la distinction entre le virtuel et le réel. Ça, c'est très dangereux, bien évidemment. Pour ça, je vous dis pour le meilleur et pour le pire. Et donc là, on rentre, je pense, avec la réalité augmentée dans un même cadre que l'intelligence artificielle, où bah, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc l'intelligence artificielle, c'est une innovation, mais si elle est mal contrôlée, eh bien effectivement, on pourrait s'imaginer que dans 50 ans, on est comme dans Terminator avec les machines qui veulent zigouiller voilà, toute la population. Bon,
Bon, on n'est pas là, bien évidemment, mais en tout cas, c'est des choses de plus en plus deviennent imaginables, alors que c'était pas du tout imaginable il y a 20 ans. Voilà, clairement. Donc la réalité dépasse la fiction. On en est là. Bon, voilà les amis, donc maintenant j'ai passé directement aux statistiques. Donc comme d'habitude, hein, je fais ça toutes les semaines, toutes les 2 semaines, sur l'application VV pour voir justement où en est le projet. Est-ce que VV continue de faire du chiffre d'affaires ou est-ce que c'est en baisse? Pour ça, on dit, enfin je dis toujours, hein, l'aspect financier d'un projet, c'est le plus important dans la viabilité du projet. Donc là, on va voir, hein, on va voir si le projet est toujours viable pour VV Digital Collectibles. Et effectivement, il l'est, puisque vous voyez, sur une semaine, nous sommes en augmentation. Donc il y a 7% d'augmentation sur une semaine sur le chiffre d'affaires, vous voyez, en vente de gemmes. Les portefeuilles sont plus actifs avec 6% d'augmentation. Sur le mois, vous avez également une augmentation. Là, on a 1 million, imaginez-vous, on a 1 700 000 $ de chiffre d'affaires sur un mois pour l'application. Vraiment, c'est une énormité. Avec 5% d'augmentation, les portefeuilles actifs, effectivement, sont un tout petit peu plus actifs, puisque vous avez 13 000, 14 000 wallets, portefeuilles actifs dans l'application VV. Vous avez même, ça, ils ont rajouté, je crois, parce que je n'étais pas avant, ils ont rajouté également les meilleures ventes au niveau du jour sur les comics, sur les digital, enfin sur les collectifs digitaux, etc. Et là, on voit les prix, regardez les prix. Donc là, c'est du secret rare, hein, c'est vraiment le plus rare. Donc là, ça coûte 8 000 $. Imaginez le prix du comics, enfin, c'est incroyable. Et là, effectivement, le prix le plus élevé pour un collectible 3D digital, c'est 4 500 $. Hein. Parce que je rappelle qu'un gemme, c'est 1 $. Bon. Donc c'est quand même assez dingue ce qui se passe. Complètement dingue. Bon. Donc après, maintenant, on va faire un peu le point sur les transactions, sur la totalité, etc. Donc là, bon, au niveau des transactions, on voit que sur la totalité, c'est en train de monter. Donc là, depuis juillet 2023, on voit que c'est en augmentation, clairement. Sur 90 jours, on est également, là, on est plutôt en phase descendante. Hein. Voilà. Après, je fais vraiment à la louche. Hein. Là, je n'ai pas le choix, je ne peux pas faire quelque chose de précis. Et sur 30 jours, c'est plutôt stable avec des petits pics qu'on voit sur la fin plutôt. Bon, voilà, on va pas détailler un peu tout ça. Maintenant, le plus important, c'est voilà, les ventes de gemmes, le chiffre d'affaires quelque part de l'application VV. Donc au total, là, on voit que c'est la descente aux enfers hein, depuis 2 ans, clairement depuis 2022 où c'était le pic. Sinon, sur 90 jours, on voit que c'est plutôt stable avec des petits pics de 120 000 $. Allez, hein, sur une journée vers la fin du mois de janvier et sur 30 jours, nous sommes effectivement en augmentation. Voilà, sur 30 jours, nous sommes plutôt en augmentation sur les derniers drops. Donc, le projet est toujours viable parce que même si en 2 ans, on a eu la baisse aux enfers du projet, eh bien, on a quand même un petit 1 700 000 $ de chiffre d'affaires par mois en moyenne. Plutôt honnête pour un projet de ce calibre quand même. Bon, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire pour le moment sur le projet VV, les amis, hein, c'est confirmé par les chiffres en tout cas. Allez, je continue. Prochain projet, c'est-à-dire Ultra. Donc là, vous voyez que la plateforme Ultra qui est destinée, je rappelle, hein, au gaming, web 3.0, aux jeux vidéo, etc. Eh bien, vous voyez, ils ont fait une nouvelle campagne d'études, de sondage. Et là, ils ont également, donc ça c'est très intéressant parce qu'on a tous les chiffres, essayé uniquement aux joueurs PC. Effectivement, la plateforme Ultra, pour l'instant, elle est destinée uniquement aux joueurs PC. Donc, on va voir vraiment la cible potentielle pour Ultra. J'imagine que c'était le but de leur sondage d'ailleurs. Et donc, ils déclarent que là, vous avez 24% des joueurs qui estiment qu'ils n'ont jamais joué à des jeux, à 24% de leurs jeux dans leur bibliothèque. Tout à fait énorme, c'est-à-dire qu'il y a 24% des jeux qui n'ont jamais été touchés et qui seront peut-être jamais touchés par les joueurs dans leur bibliothèque. Ils l'achètent pour jamais jouer. Voilà. Ensuite, 58% des joueurs PC auraient la possibilité vendraient leurs jeux digitaux si ce serait possible. Ça, c'est assez énorme quand même. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai marché du jeu d'occasion, simplement digital. Donc là, vraiment, Ultra sont en train de confirmer à travers ces chiffres-là qu'ils ont vraiment un marché qui est disponible et que eux, ils seront les seuls sur ce marché-là et que les joueurs bien, sont très très contents parce que vous avez 58% des joueurs PC qui vendraient leur jeu si c'était possible, une fois qu'ils l'auraient joué. D'accord, donc vous avez 44% des jeux
qui sont joués régulièrement dans les bibliothèques. 64% des joueurs PC achèteraient plus de jeux de type AAA et au prix fort, c'est-à-dire au prix de départ, hein, s'ils savaient qu'ils pouvaient les revendre plus tard. Ah, pas mal ça. Ça, c'est très intéressant. Donc, il y a un vrai marché, on le voit également là-dessus. Ensuite, c'est énorme, 87% des joueurs PC donc, déclarent que les promotions sur les jeux sont extrêmement importantes dans leur décision d'achat. Alors là, il y a quelque chose, hein, 87%. Donc on voit vraiment que, bah, de toute façon, avec l'inflation, c'est plutôt logique, hein, les gens, c'est du divertissement, donc personne n'a envie de mettre le prix fort dans du divertissement au final. 75% des joueurs PC déclarent que les jeux de type AAA sont trop chers. 75%, c'est vraiment énorme. Donc là, on voit, il y a un vrai enjeu économique, hein, clairement. Et 68% des joueurs PC achètent du contenu additionnel sur les jeux. 64% des jeux PC sont achetés en discount, c'est-à-dire en promotion, ou téléchargés gratuitement. 48% des joueurs PC seraient excités si leur jeu favori serait intégré dans la technologie blockchain. Alors ça, c'est hyper intéressant. Donc là, on voit bien qu'il y a de plus en plus une démocratisation et une volonté des gens, des joueurs, qui en général sont plutôt ouverts au numérique, hein, forcément. Et donc, on a quasiment un joueur sur deux qui serait très excité de voir son jeu favori intégrer la blockchain. Pas mal. Et ensuite, vous avez 21% des joueurs PC qui ont déjà joué à un jeu blockchain. Alors ça, c'est très peu, hein. Donc on voit vraiment que le marché est en train de grossir, mais qu'il est toujours au stade balbutiant qu'il est au début. Et donc la plateforme Ultra, eh bien, se place bien puisqu'elle est sur la rampe de lancement pour justement faire grossir ce marché-là. Ah, c'est plutôt intéressant leurs chiffres. Bon, mais écoutez, j'ai continué. Après, j'ai sur les annonces, hein, sur les informations pour le projet Ultra. Notamment, ils ont fait un post officiel sur les plus gros projets qu'ils sont en train de développer en 2024 au niveau du développement sur la plateforme Ultra. Exclusivement, j'ai envie de vous dire. Et donc là, ils ont fait un petit rappel, ouais, avec tous ces projets-là. Donc le premier projet, c'est le plus connu, je dirais, en ce moment, c'est le projet Citadel, qui est un jeu exclusif à la plateforme Ultra et qui est de type tactical shooter, un petit peu comme Counter-Strike, si je puis dire, et qui est créé par des vétérans, c'est écrit là, hein, de Activision, Blizzard, Ubisoft, Epic Games et 343 Industries. Voilà, donc là, c'est un jeu de type poids lourd, hein, plutôt, si je puis dire. Donc après, je ne connais pas les détails, hein, mais pourquoi pas. Donc, le projet Citadel, il est là. Vous voyez sur le graphique, là, leur photo. Ensuite, vous avez également un jeu de sport qui est en train d'être créé. Donc, on imagine qu'il y a un petit ballon, donc ça va être peut-être un jeu de foot, pourquoi pas. Après, c'est plutôt logique, hein. Mais on n'a pas plus de détails. Moi, personnellement, je n'ai pas plus de détails. Donc, si ils arrivent, on voit que vraiment, il y a un développement de fou, hein, sur la plateforme Ultra, sur tous les niveaux. Donc ça, c'est le développement, je dirais plutôt des jeux sur la plateforme Ultra exclusif. Et ils le disent, hein, c'est exclusivement coming, c'est-à-dire qui arrivera exclusivement sur Ultra. Peut-être le futur concurrent de FIFA, pourquoi pas. Ce qui en plus serait très intelligent parce que le FIFA a un monopole de fou, donc, et pas forcément de concurrent. Il y avait PES à un moment, Pro Evolution Soccer, qui était effectivement concurrent, mais ils n'ont pas trop tenu la route. À voir. Bon, donc c'est vrai que le marché de concurrence à FIFA est plutôt ouvert. Ensuite, il y a Agoradex. Alors Agoradex, là, on rentre plutôt dans tout ce qui est la DeFi, puisque c'est un DEX donc, qui viserait à... Ce serait une plateforme, on imagine intégrée à Ultra, qui permettrait d'échanger des crypto-monnaies UOS en d'autres crypto-monnaies. Donc là, ce serait la propre DEX de la plateforme Ultra. Donc plutôt intéressant, hein, et forcément, ça créerait du volume de transactions sur la plateforme Ultra et donc du chiffre d'affaires, puisqu'on imagine que derrière, il y aurait un petit pourcentage qui serait destiné forcément à la plateforme. C'est logique. Bon. Ensuite, vous avez CryptoCall 5. Donc là, c'est Ultra Style. Donc ça doit être ça, là, Ultra for Life, j'imagine. Et donc là, ce serait un marketplace qui est déjà actuellement en développement, hein, qui est disponible sur tout ce qui est les NFT. Bon, ça c'est déjà le cas, on peut déjà acheter et vendre sur la plateforme Ultra des NFT. Ensuite, vous avez Ultra for Life. Donc là, c'est tout ce qui est le système peut-être communautaire, je dirais,
et donc de construction, de créateurs de NFT, de développeurs. Donc là, c'est plutôt un hub, si je puis dire, pour l'ensemble des utilisateurs de la plateforme Ultra qui est en développement. Pourquoi pas. Ensuite, vous avez également Ultra Times. Donc là, ce serait également un autre hub, si je puis dire, pour tout ce qui est en lien avec le Web3, les news, donc les podcasts, les streams. Donc là, ce serait peut-être les créateurs de contenu, donc YouTubeurs, pourquoi pas, comme moi, pourquoi pas. Vous verrez peut-être un jour mes vidéos arriver sur la plateforme Ultra, hein. Après, il faudrait que je me penche là-dessus. Bon, bref. Ensuite, vous avez Dev et Rose. Alors, Dev et Rose, donc c'est tout ce qui est. Ah, ça, c'est très intéressant, c'est pour les développeurs. Donc là, vous voyez quelque chose qui est destiné aux développeurs, et c'est quelque part un tableau de bord qui permettrait aux développeurs de gagner en plus des récompenses en UOS en complétant des tâches. Et c'est également pour les aider peut-être à organiser leur jeu, etc. Donc, il y a même quelque chose destiné aux développeurs. Ensuite, vous avez tout ce qui est un aspect, donc là aussi, pour les investisseurs, les collectionneurs Ultropians, vous appelez ça comme ça, donc c'est Ultropia, j'imagine. Donc là, c'est un Ultraverse. Ouais, donc vraiment, ils sont vraiment en train de créer un Ultra, c'est vrai, un Ultraverse, quelque part. C'est un univers lié à leur plateforme. Très intéressant. Voilà. Et après, Astromust, c'est également un jeu, donc il y a un autre jeu dans les cartons, exclusif apparemment à la plateforme Ultra. Je ne connais pas du tout. Et vous avez également tout un Metrabru City où là vous avez tout ce qui est les NFT, vous savez, liés aux bières, enfin, aux boissons énergétiques. Voilà. Et d'autres projets également dans les cartons. Donc on voit que là, l'avenir pour 2024, en tout cas, il y a pas mal de choses dans les cartons pour la plateforme Ultra. Donc on va voir ce que ça donne. Mais bon, en tout cas, ça a l'air plutôt bien parti toujours. Voilà les amis, donc ce sera tout pour ce projet-là, les mises à jour. Et puis sinon, on va passer au dernier projet pour aujourd'hui, c'est-à-dire la société Ripple et la crypto-monnaie XRP. Et donc là, plutôt intéressant, j'ai mis la main sur le rapport de fin 2023 sur l'aspect financier donc, de la société Ripple. Donc je vous lis un petit peu l'article, hein, c'est un article. Je vais pas vous le lire en entier, on va aller directement à l'essentiel parce que bien évidemment il fait un petit pavé, c'est en anglais, donc bon, pas très simple à lire, à décrire, etc. Donc en tout cas, si je vous fais un petit résumé, ils décrivent là-dedans leur victoire fin 2023 sur la SEC notamment. Donc forcément, on a tous entendu parler puisqu'il y a eu la juge analysatrice qui a eh bien, statué en faveur de Ripple. Voilà, c'était il y a quelques temps déjà. Et sinon, le plus intéressant, c'est tout ce qui est la détention de XRP de la part de la société Ripple, puisque c'est là essentiellement où Ripple se fait quelque part sa trésorerie. Bon. Donc, au 30 septembre 2023, donc par rapport au précédent rapport, eh bien, la société Ripple détenait 5 milliards 238 millions de XRP pour une valeur à l'époque, il me semble, à peu près à 2 milliards de dollars. Et au 31 décembre 2023, le total de XRP détenu par Ripple est de 5 milliards 77 millions de XRP. Donc là, on voit déjà ça a baissé là. C'est là clairement, ça a baissé de 200 millions à peu près de XRP. Mais par contre, la valeur a peut-être augmenté et on est plutôt aux alentours de 2,5 milliards de dollars. Et même à l'heure actuelle où je vous dis, hein, on est par XRP, on est à peu près à 0,5 dollars de valeur. Donc, ils en sont à peu près, aujourd'hui, ils sont toujours en 2024, là, au 10 février, eh bien 5 milliards de XRP dans leur carton, dans leur trésorerie, et bien, ils sont à peu près à 2,5 milliards de dollars de valeur de trésorerie. Quand même assez colossal, hein, faut le dire. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire ce plan-là, parce qu'avec 2,5 milliards, je pense qu'il y a de quoi faire. Voilà, donc ça c'est la dernière mise à jour sur le plan financier de la société Ripple. Et puis sinon les amis, ben, moi je vous propose de passer à la suite, c'est-à-dire sur les articles sur l'actualité de XRP de Ripple également. Donc là je vais vous montrer un petit article, hop, de Cointelegraph France, où vous avez donc Crypto Ripple contraint de divulguer ses documents financiers à la SEC. Donc ça par contre c'est une moins bonne nouvelle. Que vous avez la juge, donc Sarah Nedburn, a ordonné à Ripple de fournir au régulateur américain, donc la SEC, ses états financiers pour les années 2022-2023. Donc là, c'est vrai que je vous rappelle un petit peu le contexte.
Donc la SEC est en guerre, en procès contre Ripple. Il y a une première bataille qui a été gagnée, je vous l'ai dit juste avant, en 2023, fin 2023, par la société Ripple. Il y avait une autre juge sur l'affaire, puisque la juge a statué que le XRP n'était pas une securities. Puis tout l'enjeu de ce que demandait la SEC pour XRP. Et donc, par contre, là, vous avez un revers un petit peu de la médaille. Bon, c'est pas non plus dramatique, hein. En tout cas pour le moment, c'est que Ripple donc, doit dévoiler ses résultats financiers pour 2022-2023 à la SEC. Donc, la question maintenant, c'est pourquoi Ripple ne voulait absolument pas donner ces informations-là à la SEC à la base, qu'elle a demandé à la base à la justice de refuser de débouter quelque part la demande de la SEC, mais finalement ça n'a pas été le cas, et les juges en fait considèrent simplement que ça pourrait aider justement à mettre de la transparence dans le procès. C'est pour ça qu'ils ont dit non, 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 donner les résultats financiers et les documents financiers à la SEC. Donc est-ce que Ripple a des choses à cacher, hein, et que la SEC sait que Ripple a des choses à cacher pour l'année 2022-2023? On va voir. Clairement, on verra si la SEC trouve quelque chose à te mettre sous la dent entre 2022 et 2023 contre Ripple. Bon, donc là, les dés sont un peu en air, hein, et on verra, mais on suit l'affaire, bien évidemment, de très près, sur ce feuilleton mélodramatico-financier. Bref. Allez, c'est parti, les amis. Donc là, je vous propose de passer aux actualités économiques, enfin, crypto. Là, je vous propose de passer aux actualités crypto, plus générales. Et donc là, j'ai un premier article de Coin Academy où vous avez donc 78% des traders institutionnels ne sont pas intéressés par les crypto-monnaies selon JP Morgan. Alors attention, il ne faut pas confondre traders institutionnels avec simples institutionnels, hein, comme les banques, les entreprises, etc. Les traders institutionnels, c'est très différent parce que c'est les gens, c'est les courtiers quelque part, ou les traders classiques, qui font des trades et donc qui, leur objectif de base, c'est comme vous voyez dans les films, c'est-à-dire qu'il y a des courbes dans tous les sens et leur but c'est de faire fructifier de l'argent, simplement et sur le court moyen terme, pas forcément sur le long terme. Voilà. Et donc, ces traders-là ne sont pas intéressés aux crypto-monnaies, et c'est étonnant parce qu'on pourrait dire le Bitcoin, vu la volatilité qu'a le Bitcoin, du moins de réputation, eh bien, les traders devraient être fans du Bitcoin ou des crypto-monnaies parce que c'est hyper volatile et c'est peut-être là où il y a le plus d'argent à se faire. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ça, c'est assez marrant quand même à voir. Et c'est aussi bon signe, puisque ça veut dire aussi d'autre part que le secteur crypto, quelque part, est de moins en moins considéré comme juste un aspect spéculatif. Parce que les traders, comme je vous l'expliquais, eux, leur seul intérêt, c'est de voir des choses où il y a de la spéculation. Parce que s'il n'y a pas de spéculation, ils ne font pas d'argent. Donc, ça veut dire que quelque part, vous voyez, c'est plutôt intéressant là-dessus. Et en tout cas, c'est dans les 5 prochaines années. C'est-à-dire que c'est pas les traders institutionnels n'ont jamais été intéressés par les cryptos, c'est les traders institutionnels dans les 5 prochaines années seront de moins en moins intéressés en fait. Voilà. Bon. Donc, chose intéressante. En plus, c'est dit par JP Morgan qui a créé sa propre crypto en passant. Là, on rigole. Bon. Allez, je continue les amis. Donc, cette fois, je vais passer à tout ce qui est les actualités économique plus générale. Donc là, on a un article de latribune.fr, donc bourse, portée par la tech, Wall Street s'envole et touche pour la première fois les 5000 points. Ce vendredi, le S&P 500, hein, c'est-à-dire le marché boursier le plus coté de la bourse américaine, a atteint les 5000 points pour la première fois de son histoire. Et donc c'est vrai qu'il a été porté notamment par la tech, et notamment en fer de lance de la tech, Nvidia, qui est en train de tout exploser hein, en termes de capitalisation boursière. Et Nvidia a même dépassé le Bitcoin en termes de capitalisation boursière. Donc vraiment, c'est du délire. Et Nvidia, je rappelle que c'est le producteur, enfin, l'entreprise mastodonte, hein, production de puces électroniques, de cartes graphiques notamment. Donc les cartes graphiques, c'est également l'enjeu hein, du moment au niveau géopolitique, puisqu'il n'y en a pas assez pour alimenter tous les ordinateurs, tous les composants dans le monde. Voilà. Donc on voit que très intéressant. Donc déjà, le marché boursier se porte très bien au niveau américain, mais je vous dis, je vous préviens, à mon sens, là j'ouvre la parenthèse, c'est mon avis, c'est un leurre. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que le marché boursier financier, on le voit déjà en Chine. En Chine, ça se pète la figure, là, le marché boursier. C'est l'inverse de ce qui se passe avec la bourse américaine. Et je pense que là, on est vraiment dans une bulle spéculative et que tout ça est surcoté par la vraie valeur en fait des entreprises américaines notamment qui au niveau géopolitique sont de plus en plus faibles en fait par rapport à leur dollar.
Et ça, on est plutôt, je pense, tous d'accord quand on voit qu'au niveau mondial, le dollar est de plus en plus délaissé par les BRICS, mais également par les autres pays au sein du monde et même par les alliés, c'est-à-dire l'Europe. Même nous, l'Europe, nous avons de moins en moins de dollars en réserve ou en utilisation sur nos échanges avec les États-Unis, notamment. Notamment, il faut voir qu'on a augmenté nos échanges avec la Chine, etc. Bon. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est un signal en fait qui rappelle énormément la crise, la Grande Dépression de 1929, où avant 1929, alors c'était des années avant, hein, vous avez eu effectivement un énorme envolé de la bourse américaine mondiale, enfin, américaine et mondiale, hein, après la Première Guerre mondiale, donc de 1900, voilà, on va dire 1920 jusqu'à 1928, hmm, pour être à peu près dans le détail, pas précis. Et donc là, vous avez une envolée des prix sur les marchés boursiers, donc tout à la hausse, il fallait reconstruire. Et donc, c'était vraiment la frénésie sur investir pour avoir sa plus-value, donc prendre des crédits, pourquoi pas, pour avoir encore plus d'argent, de cash, etc. Et d'un coup, 1929, boum badaboum, première crise, premier crash du marché, panique à bord, et tout le monde a été lessivé, 5000 banques ont fait faillite derrière, des milliers de personnes ont se trouvé, des dizaines de milliers, même je dirais, des centaines de milliers ont été retrouvés sur la paille. Et donc, on a connu donc, la période de la Grande Dépression pendant une dizaine d'années, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui a tout remis les compteurs à zéro. Là, je vous ai fait une petite parenthèse de la Grande Dépression en 1929. Et là, ce que je vois, quand on voit la bourse comme ça, dans un contexte économique aussi fragile, géopolitique aussi fragile, eh bien, pour moi, c'est vraiment de la spéculation. Et quand on va voir le retour de bâton, je pense que ça va faire très, très, très mal. Voilà, ça c'est ma petite analyse personnelle, hein. Je ne dis pas que j'ai raison, et à mon humble avis, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment, hein, là-dessus. Bon, je continue, les amis, hop, avec un autre article. Donc, cette fois de Les Échos. Donc, 2 ans après le début du conflit en Ukraine, les banques russes affichent des bénéfices records. Donc là, bon, bah, écoutez, on voit en fait, on est en train de constater les effets des sanctions occidentales sur la Russie. La Russie n'a jamais été aussi forte sur le plan économique que enfin, qu'à partir du moment où on a mis les sanctions contre elle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Russie a réussi à s'en sortir, dans un premier temps, a mis en place tout un système assez adapté, tout simplement, aux sanctions. Et finalement, les sanctions aujourd'hui, c'est plus l'Europe, l'Occident qui les reprend dans la figure que la Russie. Et même sur le plan des banques, alors que je rappelle que normalement, les banques russes auraient dû être forcément très fortement impactées, selon l'accord de Bruno Le Maire et des experts économistes du moins des dirigeants de l'Occident, puisque souvenez-vous, en 2022, au moment où la Russie a attaqué l'Ukraine, eh bien, on a pris les sanctions. La première sanction qu'on a prise contre la Russie, c'était de les bannir du réseau SWIFT bancaire. Bon, eh bien, normalement, on aurait dû avoir un effondrement du système russe, c'est ce que déclaraient en tout cas tous les dirigeants à l'époque. Visiblement, c'est pas le cas. Et en fait, la Russie a développé son propre réseau SWIFT de son côté. Alors, j'ai plus le nom, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je vous inviterai peut-être à la revoir. Ou alors, je vais essayer de la retrouver direct. Donc, je vous la mets là. Je vais la retrouver. Où je justement décrivais le système réseau SWIFT parallèle qu'avait mis en place la Russie pour son propre territoire et qui avait intégré derrière les BRICS et surtout la Chine. Bon, au moins en 2022. Hein. Voilà. Et donc, quand on voit qu'aujourd'hui, le résultat, ben, c'est que les banques russes font même des bénéfices records. Mais après, c'est à double tranchant parce qu'il y a également l'inflation et également la hausse des taux directeurs en Russie, qui permet également aux banques d'augmenter leurs marges. Peut-être qu'elles ont le même problème même que les banques françaises, européennes, mais je ne suis pas sûr, surtout quand je vois ce genre de nouvelles derrière, je vous montre. Hop, Le Monde, la Société Générale veut supprimer 900 postes à son siège. Donc le groupe bancaire prévoit de couper dans les effectifs de ses services informatiques et les achats afin de réduire ses coûts. Un plan qui s'ajoute à 3700 suppressions d'emplois prévues. Il y a la fermeture de 650 agences. Bon, donc la Société Générale quand même, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on nous avait prévu des bénéfices records l'année dernière, même en 2022. Là, elle fait le ménage. Hein. Là, ça date du 7 février. Mais le 4 février 2024, modifié le 7 février 2024. Donc, on voit qu'il se passe quelque chose et que les banques russes, elles font des records. Et nous, nos banques, elles virent. Hein. Elles virent des... Donc là, on a 3700 suppressions de postes prévues, 900 postes au siège social.
là, on sait pas trop ce qui se passe quand même, on n'a peut-être pas trop toutes les données, mais ça s'ajoute à la chute de la New York Community Bank Corp aux États-Unis, hein, qui a perdu 60% d'actions en bourse, des actions bancaires. La chute de Evergrande en Chine, bon, donc là, on voit que le milieu bancaire est quand même un petit peu déstabilisé, hein, pour le moment. Pour le moment. Après, ça veut peut-être rien dire. Je veux pas faut pas prêcher la panique, on va dire, mais il se passe des choses, en tout cas, il y a du remous, hein. Il y a du remous, comme on peut dire. Bon, je continue, dernier article pour la route, les amis, avant de passer à l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson. Et donc, au nom de la Commission, des juges européens suivent une formation financée par les GAFAM. Donc là, c'est le journal Marianne, qu'on peut voir, qui a été publié, cet article, le 6 février 2024. Voilà, donc là, on est en train de révéler quoi? C'est que les juges européens sont en fait formés, financés par les GAFAM. Ça rappelle énormément un peu Big Pharma qui finance les médecins, la recherche médicale en Europe, etc. Et que ces mêmes médecins, après, derrière, nous vendent leurs vaccins. Voilà, donc là, la boucle est bouclée, en fait. Donc on comprend mieux comment la corruption, au final, fait des ravages, hein, tout simplement, en Europe et sont quelque part achetés par les Américains, parce que les GAFAM d'aujourd'hui, en majorité, c'est des sociétés américaines qui ont des liens avec la politique américaine. D'où le terme que l'Europe, c'est les satellites des Américains, de Washington. Voilà. Donc là, on a vraiment, en un article, je trouve, on a vraiment résumé toute la situation du problème de l'Europe et du problème de comment ça se fait que les dirigeants européens, plutôt que de se battre pour la souveraineté et les citoyens de leur pays, eh bien, ils se battent pour favoriser l'Europe, pour favoriser des intérêts qui ne sont pas du tout en collaboration, en adéquation avec les intérêts notamment de la France. Quand on voit qu'on met 50 milliards pour la guerre Russie-Ukraine, alors que ça ne nous concerne pas, je suis désolé, je vous choque peut-être, mais la guerre en Ukraine, ça ne concerne pas la France. Certainement pas des milliards de contribuables français doivent partir là-bas. Eh bien maintenant, on comprend mieux avec ce genre d'article. Voilà. Bon, maintenant je vais vous présenter, on va passer à l'article, les amis, de Tucker Carlson et de Vladimir Poutine. Franchement, je l'ai vu du début à la fin. Donc moi, je suis allé sur YouTube pour la voir. Donc je vous mettrai le lien YouTube également, parce qu'elle a été traduite en français grâce à l'intelligence artificielle, justement, sur YouTube. Mais après, vous pouvez voir directement en source l'interview de Tucker Carlson et de Vladimir Poutine, ici en temps réel, sur le tweet de Tucker Carlson, comme vous pouvez voir ici. Et donc le résumé que je peux faire alors, je ne vais pas faire un résumé sur le fond, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé, rien qu'au niveau de la forme, c'est que Vladimir Poutine, c'est très loin d'être le personnage qu'on nous a décrit dans les médias mainstream occidentaux comme le fou sanguinaire. Déjà, ça se voit rien que la façon dont il parle. Bon. Ensuite, ce qui est très intéressant de voir, c'est que justement, quand je vous parlais de la corruption là, avec l'article précédent, on voit que là, aujourd'hui, Vladimir Poutine, lui, c'est peut-être un dictateur, hein, peut-être tout ce que vous voulez, ok, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il aime son pays. Ça, ce n'est pas le cas pour nos dirigeants occidentaux. Ça se voit. Donc quand vous voyez la différence entre les discours d'un Vladimir Poutine pendant 2 heures 7 minutes et le discours d'un Joe Biden de notre côté, qui lui est même pas capable d'aligner 3 phrases sans dire une bêtise, déjà on se pose des questions sur comment on est dirigé nous en Occident. On est peut-être des démocraties en Occident, mais pour combien de temps là? Parce qu'on voit qu'il se passe des choses. Donc je ne serais pas étonné qu'on ait des révélations sur la Russie de plus en plus, et qu'en fait on nous ait menti, mais comme des arracheurs de dents, là, depuis le début sur le conflit contre la Russie, sur les origines, sur plein de choses. Et voilà. Mais en tout cas, franchement, personnellement, j'avoue que j'ai été plutôt... vraiment, cette interview était très très intéressante. Donc, je vous invite vraiment à la voir sur YouTube. Je vous mettrai le lien de la version française avec sous-titrage français par l'intelligence artificielle. Et je vous invite vraiment à vous faire votre propre opinion, hein, bien évidemment, en mettant en comparaison ce qu'on vous a toujours dit sur Vladimir Poutine depuis le début de la guerre et vraiment ce que vous êtes constaté dans ses paroles, dans ce qu'il dit, etc., et de la façon dont il parle de la Russie. Et ça, la façon dont il parle de la Russie, je me suis dit, nous, c'est dommage, on n'a jamais eu un président, à part depuis Général de Gaulle, qui parlait de la France comme ça, avec amour au final. Bref. Voilà. Donc c'est... Et surtout au niveau de l'histoire.
D'ailleurs, il y a eu 30 minutes au début où tout le monde dit mais qu'est-ce qu'il raconte là, Vladimir Poutine, il a passé 30 minutes à raconter l'histoire en fait de la Russie. Bref, voilà. Donc, c'est vraiment très intéressant, ça remet les choses en perspective, je trouve. Et je ne suis pas étonné du coup que tous les médias occidentaux et tous les élites américaines et tout paniquent un petit peu et paniquaient même totalement à l'idée que Tucker Carlson ait pu interviewer Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, Tucker Carlson est aujourd'hui embêté, je pense. Je suis même pas sûr qu'il puisse rentrer aux États-Unis. Hein. Je serais même pas surpris ou qu'il ait un contrat sur sa tête parce qu'en Ukraine, le gouvernement ukrainien a déjà décrété un contrat sur Tucker Carlson ou l'a mis en blacklist. En gros, c'est-à-dire aux côtés de certaines personnes à éliminer, quoi. Truc de fou. Bref. Ouais, les amis, donc c'est chaud, hein. Franchement, ce qui se passe, c'est chaud. Et on voit en tout cas que peut-être que la vérité est en train d'éclater dans tous les sens. Et vraiment, c'est une bonne chose. Bon, donc ce sera tout pour cette actualité crypto, je dirais même économique, hein, on va dire générale, puis dire. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de toutes ces informations. Hein. Vous avez vraiment, tout le monde doit avoir son propre avis, mais c'est ça le plus important, c'est de ne pas avoir l'avis de ce qu'on vous donne, de ce qu'on vous rabâche, c'est d'avoir votre propre avis. Et puis sinon, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, des likes si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner, en plus ça fait toujours plaisir de faire grossir la communauté, la chaîne. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, prenez soin de vous, la bise, ciao.